Bonjour chers auditeurs de EIA Web Media. C'est l'heure de plénière, le rendez-vous politique hebdomadaire qui zoome. En effet, chaque semaine avec des spécialistes et des experts, 58 minutes pour un sujet, de l'analyse et des idées. Aujourd'hui, notre sujet, le risque naturel, comment y faire face. Jean-Yves Bonner est le spécialiste que je reçois aujourd'hui pour en parler. Jean-Yves Bonner, bonjour. Bonjour. Martiniquais, originaire du Marin. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en sciences techniques génie civil et d'un DESS technique opératoire, gestion de la construction, génie civil, génie portuaire et urbanisme. Vous connaissez très bien le secteur du BTP, puisque vous y avez exercé pendant un certain nombre d'années dans des grands groupes, au sein de grands groupes de ce secteur. Vous connaissez donc bien les problématiques de la construction et des travaux publics dans notre environnement caraïbéen. Vous êtes également dirigeant de la société Obsidian Solutions, dont l'objet est la gestion du risque et des crises, donc nées des risques naturels notamment. Et vous êtes également le secrétaire général du syndicat des entrepreneurs martiniquais, voilà, du BTP. Avec les Martiniques. Voilà, la CEDBAM. Donc, je pense la personne opportune, le spécialiste qui pourra nous parler aujourd'hui du risque naturel et comment y faire face. J'espère. Voilà. Le risque naturel est la combinaison d'un aléa, donc d'un phénomène naturel, lié à des enjeux, donc qui peuvent être économiques ou des enjeux liés tout simplement à la présence de population à l'endroit où survient le phénomène. C'est ça. Donc les phénomènes, hein, je pense qu'il faut en parler, donc les différents aléas auxquels est soumis le territoire martiniquais. Et on a coutume de dire que la Martinique est vulnérable à l'ensemble, à la palette totale des aléas, à l'exception de l'avalanche. Oui. Et donc on est sur un territoire qui est extrêmement vulnérable. Alors certains sont très connus, d'autres moins. Parmi les plus connus, on peut les lister. Je pense qu'il est intéressant de les balayer. Il y a l'aléa cyclone, mais qui en fait se décompose en sous-aléas, puisqu'on connaît bien le vent cyclonique, qui est d'ailleurs le critère de catégorisation de ces phénomènes météorologiques. Mais les cyclones sont également accompagnés d'autres aléas, en particulier la submersion marine, qui est donc l'élévation du niveau de la mer, la houle cyclonique, et l'onde de tempête. Donc c'est le fait que le vent et les vagues poussent une masse d'eau vers les rivages, et on sait que sur notre territoire, on a beaucoup d'enjeux sur les littoraux, sur la frange littorale, et c'est ce qui nous rend aussi particulièrement vulnérables à cet aléa. Et puis il y a pour les cyclones, alors on va peut-être réserver la partie pluie après, mais il y a également donc dans les vents cycloniques des objets en suspension et qui sont susceptibles de provoquer des dégâts considérables. Il me vient en tête l'exemple de conteneurs 20 pieds retrouvés à Saint-Martin de l'autre côté d'un immeuble à 2 étages. Donc on voit bien que des objets de taille très importante peuvent venir causer des dégâts catastrophiques au bâti. Autre aléa très connu, le séisme. Voilà, pour lequel la Martinique et la Guadeloupe sont parmi les territoires du français les plus exposés, donc la catégorie, je dirais, la plus intense, donc la zone 5. C'est un aléa qui est peu fréquent, heureusement, enfin sur des intensités, je dirais, capables de créer des dégâts, donc peu fréquent à ces intensités-là, mais c'est un aléa qui se produit, il y a énormément de séismes en Martinique, mais c'est un risque qui est permanent. Voilà. Et pour lequel, contrairement par exemple au risque cyclonique, il n'y a pas possibilité de prévoir quand il va se manifester. Et ça le rend particulièrement, je dirais, dangereux. D'autres aléas, les sécheresses, qu'on oublie souvent, mais ce sont des aléas que nous allons sans doute connaître de manière plus prégnante à l'avenir avec le dérèglement climatique. Donc nous connaîtrons aussi des épisodes de pluie sans doute plus intenses et qui génèrent, on l'a vu dans le cas de Font-Saint-Jacques-Sainte-Marie, des mouvements de terre, des mouvements de terrain, donc des glissements
des éboulements, et qui sont donc susceptibles, comme on le voit, aussi de créer des dégâts très importants. On a eu un épisode de grêle en 2018, assez exceptionnel. François, bon, c'est pas quelque chose de particulièrement, je dirais, dangereux sous nos latitudes, mais bon, pour l'anecdote, mentionnons-le. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour des principaux aléas. S'agissant de la pluie, je voudrais insister sur le régime des pluies. On est sur les derniers 11-12 jours sur des cumuls qui commencent à être importants sur certaines zones de la Martinique. Sachant que, par exemple, les cumuls que nous avons atteints au bout de 11 jours, pour un petit peu recadrer les choses, et moi qui ai de l'activité dans l'île voisine de la Dominique, c'est un cumul qu'on a eu sur 12 heures pendant l'épisode Erika et pendant le passage du cyclone Maria. Donc on voit que ces cumuls, quand ils sont sur des périodes très courtes, sont capables de créer des dégâts qui sont autrement plus dommageables que ce qu'on a vu ici. Oui, tout à fait. Et en particulier, si l'habitat, suivant, j'ai envie de dire, la constitution de l'habitat, notamment, ou des infrastructures, des équipements, donc leur modèle de construction, les matériaux utilisés, leur situation, j'ai envie de dire, sur site, constituent effectivement ont des conséquences, en tout cas sur les degrés de vulnérabilité et donc des dommages qui peuvent survenir. Donc on comprend bien effectivement que le risque naturel, hormis, comme on l'a dit, éventuellement pour les cyclones, est peu prévisible, voire quasiment pas prévisible, c'est l'aléa. L'aléa, c'est ça. C'est que on peut penser qu'il surviendra, mais tout comme il ne peut ne pas survenir ou survenir à un autre moment. Voilà, donc c'est aléa. Et les enjeux que sont effectivement les populations notamment, premier enjeu, et ensuite les infrastructures, l'habitat, voilà, les réseaux routiers, les réseaux. Voilà, d'alimentation en eau, en électricité, qui font que voilà, on vit et on a un certain confort de vie sur un lieu donné. Alors, le risque naturel que nous connaissons aujourd'hui, c'est effectivement la situation suite aux fortes précipitations qui sont quand même très conséquentes, très localisées, sur des communes bien précises, le Nord-Atlantique, la frange du Nord-Atlantique qui a été fortement touchée, notamment Sainte-Marie, le Lorrain, Marigot, voilà, une partie de Trinité et du Robert, et une partie du sud de la Martinique qui c'est dans les dernières 48 heures, qui a été également touchée par une montée des eaux, des inondations, avec encore quelques épisodes de pluie très abondantes. Les dégâts, on les voit, les dommages, ce sont des mouvements de terrain, voilà, essentiellement des mouvements de terrain. Alors, il y a eu des inondations aussi. Voilà. C'est vrai que c'est un aléa. Alors, nous avons des inondations assez particulières sur notre territoire, compte tenu de sa topographie. Il y a quelques zones, je dirais, de plaine, où on a ce qu'on appelle des inondations de plaine, donc de l'eau qui vient en abondance et qui finit par, je dirais, s'accumuler. Alors, c'est souvent pendant les phénomènes cycloniques combinés à des phénomènes de marée de tempête, donc d'élévation du niveau de la mer. Donc, les embouchures se retrouvent bloquées et donc ça accélère, je dirais, le processus d'inondation des zones planes. Mais sur ce territoire, nous sommes surtout confrontés à des inondations torrentielles, c'est-à-dire des cours d'eau, donc des ravines, souvent même parfois des ravines dites sèches, qui, à un moment donné, reçoivent des affluents divers et variés. Et cela, ça va nous ramener au problème de l'artificialisation des sols, qui est une problématique importante pour le territoire, et qui se retrouve donc avec ces volumes d'eau en quantité importante sur des temps très courts, et qui donc, à ce moment-là, sortent de leur lit, viennent éroder des talus, provoquent des éboulements, des glissements de terrain. Donc on voit bien cette notion d'effet domino et de combinaison en fait des aléas
Et d'ailleurs, de plus en plus, et il faut que nous réfléchissions non pas en termes d'aléas par aléas, mais en combinant en fait tous ces aléas, parce que dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Les aléas, malheureusement, se combinent et souvent de manière assez dramatique. D'accord. Et donc nous arrivons justement par rapport à votre propos sur les aléas, à la gestion des dommages. Aujourd'hui, effectivement, nous avons pu constater, alors on ne va pas se focaliser uniquement sur l'un des plus gros dommages qui est le glissement de terrain de Font-Saint-Jacques, à Sainte-Marie, mais qui est quand même très important, j'ai envie de dire, voilà, et qui illustre finalement les situations que l'on pourra connaître peut-être à l'avenir, notamment justement, puisque vous l'avez indiqué, les aléas, les phénomènes que nous connaissons sont en partie dus au dérèglement climatique. Oui. Et leur intensité également, puisque le dérèglement climatique fait que finalement l'intensité des phénomènes, on le constate sur les faits connus précédemment, aussi bien en Martinique que dans la Caraïbe ou même, j'ai envie de dire, sur le continent européen ou aux États-Unis, suivant le type d'aléas, sont de plus en plus intenses. Alors, ce qu'il faut surtout voir, c'est qu'on est dans une phase de dérèglement climatique. C'est-à-dire que, je me souviens de mon enfance, moi d'y revenir, les saisons étaient très marquées. La saison sèche, le carême, chez nous, était extrêmement marqué. Et puis, il y avait la saison des pluies. Et tous les Martiniquais vont quand même s'apercevoir que c'est complètement chamboulé. Et aujourd'hui, cette, je dirais, différenciation entre le carême et la saison des pluies est parfois moins nette. Et il arrive qu'on ait des périodes avec beaucoup moins de précipitations dans la période supposée être la période des pluies. Et puis aussi, en carême, on a eu parfois des épisodes de pluie surprenants. Donc ça, il faut s'attendre à ça. Ça change la donne dans beaucoup de domaines. Et ça nous oblige, en fait, à modifier notre approche et à voir comment il va falloir que nous concevions, entretenions nos enjeux. Et là, c'est une vaste question qui, à mon avis, ne va pas manquer d'occuper, je dirais, tous nos spécialistes, les élus également, qui se retrouvent en première ligne sur ce genre d'événements, toujours. Tout à fait. Donc justement, et la gestion des dommages aujourd'hui, donc c'est le premier axe sur lequel nous allons être un peu plus précis et détailler un certain nombre détailler notre analyse, votre analyse, parce que vous êtes le spécialiste. Donc la gestion des dommages aujourd'hui, c'est la préoccupation notamment comme vous le dites, des élus, des populations qui sont sinistrées aujourd'hui, des acteurs économiques aussi qui aujourd'hui sont dans une situation où ils ne peuvent plus continuer leur activité. Comment peut-elle s'opérer cette gestion des dommages alors que l'on voit donc qu'il y a une volonté d'aller vite? Le déclenchement de la procédure de déclaration de catastrophe naturelle est en cours. L'arrêté de catastrophe naturelle devrait être imminent. C'est assez exceptionnel d'ailleurs que nous ayons une célérité pareille sur ces décisions. C'est bien, il faut l'apprécier. En général, on a plutôt eu des arrêtés qui intervenaient très longtemps après l'événement. Il faut le dire, plusieurs mois. Oui, plusieurs mois. Un an après, c'est déjà arrivé. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est une procédure qui a été mise en œuvre très, très rapidement et qui va aboutir avec la publication de l'arrêté. Il y a aussi, effectivement, on sent une volonté pour les communes concernées, donc les responsables de ces communes, et une demande aussi des populations et des personnes sinistrées d'aller vite dans la réparation. Mais quand on parle de réparation, voilà, c'est une question. Faut-il réparer à l'identique? Faut-il réparer en s'inscrivant dans une stratégie de résilience? Et là, j'introduis le sujet parce que je sais que c'est un de mes dadas. Voilà, exactement. Donc, il serait important que vous puissiez en parler. Le territoire résilient. Oui. Voilà, c'est important. Donc, comment on met en place cette stratégie dans le processus de réparation? Est-ce qu'on parle de réparation? Est-ce qu'on parle de reconstruction? Il faut savoir, on en a parlé, l'aléa peut survenir, on peut très bien être là en phase de reconstruction et on connaît entre-temps un phénomène qui
voilà, survient. Beaucoup de cas dans la carrière. Voilà, et comme vous dites, bon, l'effet domino qui devient encore plus prégnant. Donc, comment peut-on s'inscrire dans une stratégie, j'ai envie de dire, résiliente de gestion des dommages? Alors, l'état de résilience, pour essayer de clarifier ce terme qui est un peu galvaudé et qui est devenu très à la mode, on va dire que la résilience d'un système, d'une organisation, voire d'un territoire, c'est la capacité à encaisser les chocs, à se remettre le plus rapidement possible et à reprendre un fonctionnement. Alors, le fonctionnement, il n'est pas forcément identique à celui d'avant, d'accord? Il faut, je pense, bien intégrer cette notion que la résilience n'implique pas qu'on revient à la situation pré-crise, mais voilà, qu'on retrouve un fonctionnement qu'on peut considérer comme satisfaisant, qui permettent en tout cas à l'activité, aux infrastructures de remplir leur rôle. Donc c'est cette capacité qu'il nous faut, je dirais, travailler, mais on n'atteint jamais un état de résilience parce que c'est un processus dynamique. Donc il est impossible, je dirais, à l'instant T, de dire, voilà, on reconstruit toutes les maisons de la Martinique aux normes parasismiques. Comme ça, si on a un séisme d'intensité majeure, les constructions sont capables de résister. Ça, on n'est pas capable de le faire. Et on comprend bien la difficulté qu'il y a pour les décideurs, je dirais, d'enclencher des dynamiques, je dirais, de construction, de confortement ou de reconstruction face à de nouveaux aléas qui sont probables, mais qui ne sont pas certains. En particulier le séisme. Aujourd'hui, on est sur des schémas de confortement parasismique pour les bâtiments publics, pour nos écoles, pour les collèges, les lycées, pour un certain nombre les hôpitaux, ce qu'on appelle les bâtiments à enjeu, les bâtiments critiques, et également des immeubles d'habitation, donc les HLM notamment, où il y a des programmes importants, je dirais, de mise aux normes parasismiques. Quand l'aléa a frappé, ce qui est le cas, par exemple, à Font Saint-Jacques, et qu'on a donc ces enjeux qui ont été mis à mal. Donc les enjeux sur Font Saint-Jacques, c'est un cas d'école qui est assez intéressant pour notre discussion d'aujourd'hui. C'est que on a des réseaux, donc puisqu'il y a cette fameuse canalisation d'adduction d'eau potable qui a été endommagée au travers de cet événement. Nous avons une route, donc un réseau routier, là, qui est également impraticable au trafic, aussi bien des véhicules légers que des poids lourds, pour le moment. Un axe majeur, voilà, une route nationale. Nous avons des bâtiments, donc du bâti, aussi bien, je dirais, d'habitation, qui est le bâti dominant sur le territoire, mais également, de mémoire, il me semble qu'il y a un garage qui est aussi impliqué dans ce glissement, donc des enjeux plus économiques. Donc on voit bien qu'on a là une belle combinaison d'enjeux. Alors ce qu'il n'y a pas dans cet événement de Font Saint-Jacques, c'est un enjeu public, mais je pense que le maire de Sainte-Marie et son conseil municipal sont assez embêtés avec tout ce qui se passe, parce que derrière les enjeux matériels que je viens de citer, il y a systématiquement, et il y aura toujours des enjeux humains. L'humain est toujours la victime ultime de ces catastrophes naturelles. Systématiquement, toujours, quel que soit dans le sens dans lequel on peut tourner ces événements, la victime ultime est toujours l'humain, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ça peut être au travers de perte d'emploi, perte de patrimoine. Là, il y a des gens qui, manifestement, font perdre leur patrimoine parce que il n'est visiblement pas assuré. Voilà, il y a un certain nombre de constructions qui ne sont pas assurées. Et puisqu'on parle de réponse, la réponse assurantielle, alors moi j'ai un peu une philosophie par rapport à la réponse assurantielle, c'est-à-dire confier la gestion du risque à l'assureur. C'est une solution
qui a son intérêt, surtout dans le régime français, puisqu'il y a une spécificité. Le régime d'assurance des catastrophes naturelles est spécifique à la France. Voilà, depuis mis en place en 82. C'est un régime spécifique qui est intéressant, qui est unique. Mais je trouve, et c'est une opinion tout à fait personnelle, que l'assurance donne un sentiment de confort qui n'incite pas les acteurs à enclencher, et c'est là où je veux en venir, des actions préventives. Oui. Des actions préventives. Et à mon avis, compte tenu de ce que nous nous sommes dit en début de rencontre, vu la multiplicité des risques auxquels nous avons à faire face, oui, nous serions bien avisés de rentrer dans des stratégies, je dirais, préventives, oui, plutôt que d'essayer à chaque fois d'apporter une réponse à des événements quand ils se sont produits. Et économiquement, l'expérience, il y a des analyses qui ont été faites par des spécialistes. 1 euro ou 1 dollar, en fait c'est en dollars, mais enfin on va les mettre en euros pour rester dans notre contexte local. 1 euro investi en prévention, je dirais, c'est 10 euros de sauver si l'aléa se manifeste. Donc l'enjeu, il est là. Et les acteurs publics, comme les acteurs privés, doivent avoir ça en tête. Mais, encore une fois, l'aléa n'est pas certain. Il est probable. Donc, il est parfois compliqué pour un chef d'entreprise. Pour des décideurs publics. Hein. Ou publics, par exemple, voilà, d'allouer des budgets. Nous sommes bien conscients que sur le territoire, il y a d'autres contraintes. On est sur d'autres problématiques qui aussi nous occupent. Hein, le vieillissement de la population, le chômage endémique. Voilà, il y a d'autres sujets que nous avons et certains qui s'aggravent, comme le vieillissement de la population, qui va nous poser des problèmes, qu'il faut aussi prendre en compte et qui viennent en fait se mettre un petit peu en concurrence avec une stratégie plus volontariste d'anticiper les événements que l'on sait quand même relativement probables. Voilà, effectivement, relativement probable, puisque comme on l'a dit, le dérèglement climatique fait qu'on constate depuis un certain nombre d'années une intensification de tous ces phénomènes naturels. Mais effectivement, vous l'avez dit, la gestion des dommages, on peut anticiper, s'inscrire dans une stratégie de résilience. Vous avez expliqué ce qu'on entend par résilience. Et aujourd'hui, c'est par rapport à cet enjeu humain qui, je crois, est primordial, avant de parler des enjeux matériels ou voire économiques, l'enjeu humain. Et aujourd'hui, vous voulez que je vous dise quelque chose sur l'enjeu humain ? Oui. C'est tellement vrai que, par exemple, pour l'aléa séisme, les normes parasismiques sont faites pour sauver des vies. Elles ne sont pas faites. Les règles parasismiques ne sont pas faites pour sauver des bâtiments. Oui, oui. Alors, ça pose d'autres problèmes. Hein. Par exemple, imaginons que nous avons des bâtiments aux normes parasismiques, puisqu'il y a aujourd'hui l'objectif que nous visons pour un certain nombre de bâtiments, et qu'on a quand même un séisme d'intensité majeure. Ce sont peut-être des bâtiments qui vont être impropres à leur destination. Oui. Donc, par exemple, des immeubles HLM qui vont devenir impropres à l'occupation par les humains. Les gens ont la vie sauve, parce que les normes, si elles sont bien respectées, permettent que les gens ne perdent pas leur vie, mais les immeubles vont devenir inhabitables. Et ces gens-là, à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse à savoir où ils vont aller. Voilà. D'où, effectivement, la question réparation, reconstruction, repenser l'aménagement du territoire, comment on s'inscrit, dans quelle stratégie on s'inscrit. Si on privilégie la résilience, c'est pouvoir s'inscrire dans une continuité d'activité, de fonctionnement, en tenant compte de la situation, j'ai envie de dire, dégradée dans laquelle on est suite au passage du phénomène et aux dommages qui sont survenus. Mais en même temps, il faut continuer. Donc, la question justement de ces bâtiments qui répondent aux normes, ça c'est vraiment un bel exemple, une belle illustration aux normes antisismiques, sauvent des vies. L'enjeu humain,
est préservé, mais quid effectivement de l'enjeu matériel, de l'enjeu économique, puisque ces bâtiments, qu'est-ce qu'on en fait? On les détruit, on reconstruit où? Au même endroit, en sachant qu'effectivement, si le bâtiment est devenu impropre à sa destination, c'est que finalement sa situation est peut-être à réviser. Donc voilà, ce sont ces éléments-là. Comment peut-on gérer le dommage? Comment les décideurs publics peuvent-ils s'inscrire dans une gestion des dommages, j'ai envie de dire, optimale, qui puisse répondre à l'ensemble des enjeux, ne pas rester dans une situation de paralysie trop importante, trop longue. On voit bien qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe à Font-Saint-Jacques, donc vous l'avez dit, un axe routier majeur qui est impraticable, qui le sera peut-être encore pendant un certain nombre de mois. Peut-être. Voilà. Je dis. Non, c'est probable. C'est même d'ailleurs probable, compte tenu de la nature de l'événement. Compte tenu de la nature de l'événement, compte tenu des dommages qui peuvent s'aggraver, puisqu'on sait que le sol, les mouvements de sol, pour l'instant, sont encore, existent encore. Donc, pour l'instant, on ne peut pas envisager ni de réparation ni de reconstruction, peut-être du confortement, et encore. Voilà, dans quelles conditions. Donc, comment fait-on pour gérer les dommages? Comment fait-on pour s'inscrire dans une situation de résilience de nos équipements, de nos infrastructures? Pas simple. Pas simple. Pas simple tout ça, parce que des exemples par rapport à la Dominique, justement, où il y a eu des situations, je pense que vous pouvez nous en parler. Oui, je peux. Oui, c'est un bon exemple. Il faut s'inspirer de ce que... En matière de risque, souvent du malheur des autres, malheureusement. C'est toujours une bonne source d'inspiration pour savoir ce qu'on peut faire. Alors, il faut être tout à fait réaliste concernant ces questions de risque majeur. Nous avons un historique. Le territoire a un historique. Donc, nous avons aujourd'hui des zones qui sont construites, bâties. Donc, on a énormément d'enjeux sur des endroits où on aurait pu éviter de les placer. Mais c'est comme ça. Nous avons énormément de situations de ce genre. Il y a des enjeux. Donc ça, il faut tenir compte de ça. On peut pas non plus dire on parle d'une feuille vierge. Et ça pose un certain nombre de problèmes, notamment aux décideurs publics en matière d'aménagement du territoire, parce que en théorie, dans le meilleur des mondes, il aurait fallu, raser des zones entières, dire attendez, ici il y a un risque fort, identifié, connu, probable. Voilà, on rase toutes les maisons et on reconstruit ailleurs, on fait des tours. Voilà. Mais on comprend bien que l'habitant est attaché à son mode de vie. Nous avons un mode de vie qui privilégie encore l'habitat, je dirais, diffus. Tant mieux, hein, tant mieux. Voilà, le territoire est densément occupé. Ça fait partie de notre réalité. C'est aussi notre mode de vie. Les gens sont attachés à ce mode de vie. Et donc, ce n'est pas simple de dire... alors, la Dominique, ils ont fait dans l'après Erika puis Maria, donc à 2 ans d'écart, ils ont implanté des immeubles collectifs dans des zones rurales. Aujourd'hui, on n'a pas encore le retour de cette expérience, je dirais, de reconstruction urbanistique. Ça a été fait sans forcément prendre en compte l'aspect socio-culturel. Je ne suis pas sûr que ces expériences ne génèrent pas un certain nombre de contraintes et de difficultés dans les années à venir. Voilà, parce que modification du mode de vie, des habitudes, etc. Donc, reconstruire, oui, à l'identique, non. Je pense que on a aujourd'hui une meilleure connaissance des aléas. Ça fait partie des stratégies de prévention. Mieux connaître l'aléa. Donc, on a beaucoup investi pour mieux connaître l'aléa, pour mieux connaître les zones qui sont susceptibles d'être affectées par certains aléas. Donc, on a aujourd'hui, et singulièrement à la Martinique, on a énormément d'outils d'aide à la décision.
pour les élus, pour les aménageurs. Il faut qu'on les utilise. Hein. Alors, souvent, il y a des décisions un peu complexes à prendre, puisque, encore une fois, on gère de l'humain, des gens qui sont attachés à leur propriété, au terrain. Et on voit bien, même sur le glissement de Font-Saint-Jacques-Sainte-Marie, des gens qui refusent de quitter des maisons qui sont visiblement en très grand danger. Donc, c'est toute cette complexité qu'il nous faut gérer, mais il faut qu'on décide d'emprunter le chemin de la résilience. Moi, ce qui me paraît plus important, c'est de ne pas sombrer dans l'immobilisme. C'est vraiment d'avoir une dynamique, qu'elle soit rapide, moyennement rapide ou lente. À la limite, peu importe, le plus rapide étant le mieux pour le territoire, mais je pense que c'est surtout important. Et pour pouvoir enclencher cette dynamique, il faut l'adhésion des populations. Oui. Ça peut pas être décidé par des experts, des spécialistes qui disent ce qu'il faut faire. Si la population n'est pas sensibilisée, n'est pas actrice, je dirais, de cette quête de résilience, on aura des résistances. On aura par exemple ce qui est arrivé dans l'après-Irma à Saint-Martin pour le plan de prévention des risques naturels, qui a été violemment rejeté par la population. Les gens, est-ce que vous vous imaginez quand même que des gens qui ont quand même subi un événement, je dirais, extrême, avec des vents, des gens qui étaient en front de mer à Sandy Ground, à Grand Case, qui ont dû voir des vagues de 12-15 mètres déferler sur eux, des vents à 300 km/h. On n'imagine pas... beaucoup de Martiniquais n'ont pas connu de phénomènes très extrêmes et on n'imagine pas ce que ça peut être. Ce sont des conditions qui sont dantesques. Ces gens-là, quand on leur propose un plan de prévention des risques qui interdit la reconstruction sur des zones fragiles, dangereuses, vulnérables, les gens se mobilisent, font des manifestations, bloquent des routes, mettent des barricades en feu, s'opposent à des CRS. Et ils sont soutenus par les élus saint-martinois, de la com, de Saint-Martin. Donc c'est complexe, ces problématiques sont complexes. Donc on peut pas, à mon avis, on peut pas imposer ces plans, cette vision peut pas être imposée à une population. C'est forcément une co-construction. Oui. C'est forcément une co-construction. Non, c'est important que vous puissiez effectivement mettre l'accent sur cet aspect de la co-construction, qui en fait est une réponse qui paraît la plus opportune au regard des enjeux qui se combinent, et pour lesquels il faut effectivement qu'il faut prendre en considération. Donc, ce qui nous amène, de manière, j'ai envie de dire logique, à la prévention. Oui. Donc, la prévention, on en a parlé. Donc, il y a des dispositifs qui existent. Le plan de prévention des risques naturels, qui est un outil qui permet de planifier effectivement ensuite l'aménagement du territoire. Oui. Donc, c'est bien les outils, mais un outil, je fais pas de politique, mais on en parlera. Voilà. En tout cas, ça existe. Oui, tout à fait. Et c'est un très bel outil. Voilà. Donc, il faut en parler. Maintenant, son usage peut être sujet à discussion. Je pense que vous saurez nous en parler. Il existe aussi des schémas d'aménagement, donc plus local, comme le plan local d'urbanisme, qui répond aussi à d'autres schémas d'aménagement au niveau régional. Voilà. Et effectivement, maintenant, ce sont des outils qui existent, qui permettent de s'inscrire dans une stratégie de prévention. Je reviens là-dessus, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Ça, c'est important, ou comment on l'utilise, mais qui permet effectivement de revoir la politique d'urbanisation et qui prend aussi en considération les spécificités locales, qui normalement est censé prendre en considération les spécificités locales. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces outils, justement, parce que je crois que vous avez des éléments d'information à nous apporter. Vous venez de parler effectivement du plan de prévention des risques naturels qui a fait l'objet d'un certain nombre de
de mouvements de contestation à Saint-Martin, mais je crois que la Martinique n'est pas en reste. Non. Voilà, sur ce plan-là. Et ce qui est important aussi, c'est de mettre un peu l'accent, et on a parlé, vous avez évoqué très rapidement cette question-là, l'artificialisation des sols. Un enjeu majeur. Majeur, notamment pour nos réseaux, puisqu'on voit bien aujourd'hui la difficulté dans laquelle on est par rapport à la paralysie, voire à l'interruption totale de services de distribution d'eau potable, de gestion de l'assainissement aussi des eaux usées, et également, je dirais aussi la gestion des eaux pluviales, enfin tout qui se cumule à ce niveau-là. Donc, alors, vous voyez, donc, parler de cette prévention, de ce qui peut être mis en place. Quelles sont vos idées? Prévention on peut agir à plusieurs niveaux. C'est intéressant parce que ça permet de déployer des stratégies, je dirais, agiles et d'avoir, je dirais, plusieurs leviers. On peut essayer, par exemple, d'échapper à la manifestation de l'aléa. C'est-à-dire, en termes d'aménagement du territoire, par exemple, on peut peut-être éviter de construire trop près des berges de ravines. Donc là, on se déplace. Donc l'aléa, qu'il soit d'intensité extrême, peu importe. On y a échappé, on a échappé au risque parce qu'on a déplacé l'enjeu sur une zone qui est plus sûre. Donc ça, on peut le faire. Alors c'est pas simple parce que il y a des propriétés, il y a la propriété foncière, la propriété immobilière. J'ai vu que dans le cas de Sainte-Marie, on recommence à parler de l'indivision, donc de terrains sur lesquels la propriété où il n'y a pas de titre, où donc on peut difficilement faire des transactions sur les propriétés, déplacer des gens, vendre, voilà. Donc on a beaucoup de problématiques à ce niveau-là. On peut aussi diminuer l'intensité de l'aléa. Et la question de l'artificialisation des sols se repose, par exemple, à ce niveau-là, puisque ce qu'on a fait, ce qu'on a laissé faire, alors qu'on avait on a des outils pour pouvoir mesurer cette artificialisation. Il y a d'ailleurs un rapport de l'ADUAM relativement récent qui montre un peu comment les sols ont été progressivement artificialisés sur le territoire en bétonnant des chemins, en construisant de l'habitat un peu partout. Voilà. On sait ce qu'on a fait, on sait où on en est aujourd'hui et on sait surtout ce que ça provoque. Et donc, on peut diminuer l'intensité de l'aléa en stoppant ce processus, en créant, je sais pas, des parkings, on peut avoir des parkings, par exemple, de conception un peu différente, avec du gazon, avec des dalles ajourées, voilà, des choses qui permettent que les quantités d'eau soient un peu réduites, parce que quand elles se mettent en mouvement, dans nos ravines, on sait ce que ça crée comme dégâts un peu plus loin. Dans la commune d'à côté, par exemple. Hein. Parce que mais encore une fois, c'est une problématique de territoire et je pense qu'il faut vraiment, dans les politiques de prévention, raisonner à l'échelle du territoire parce que non seulement parce qu'on a un micro-territoire, donc nous on a fait par exemple des simulations de passage d'ouragans sur le centre de la Martinique et dans beaucoup de cas, à part les très petits, dans beaucoup de cas les ouragans, la taille des ouragans est supérieure à la taille du territoire. Ça veut dire que si l'œil passe sur le centre, et Grand-Rivière et Sainte-Anne sont dans des vents de force tempête, au moins. Donc voilà, on voit qu'on est petit, mais c'est une chance aussi d'être petit, parce que ça nous permet, avec une population réduite, de déployer ces stratégies de prévention. Alors la prévention, on peut agir sur
sur les infrastructures pour les rendre plus résilientes. Donc on peut construire différemment. C'est ce qu'on fait pour l'aléa séisme, par exemple. Donc on a des normes qui ont beaucoup évolué et qui continueront à évoluer. Donc on a appris des autres, du malheur des autres. Nos ingénieurs sont allés en Haïti après le séisme du 12 janvier 2010. On a vu ce qu'il y avait comme dégâts. On adapte, voilà, on a des eurocodes, hein, on adapte. Et puis, on continue à faire de l'innovation aussi sur le territoire. Donc, on sait progresser pour protéger nos enjeux. Il y a une grosse problématique dans la prévention qui impacte le comportement des individus. Là, c'est un enjeu sur lequel, à mon avis, il nous faut progresser parce que on s'aperçoit que des aléas qui sont bien connus, comme les inondations, les passages de gué, provoquent toujours des drames. C'est assez extraordinaire que on ait encore des drames à ce niveau-là, sur des aléas qui sont, je dirais, prévisibles, sur lesquels on a des outils, hein, on a le radar météo fonctionne très bien, hein, donc on sait un petit peu à l'avance ce qu'on va avoir comme précipitation. Alors après, dire à des gens demain il va y avoir 120 mm d'eau ou de pluie, peut-être qu'il faudrait aussi expliquer ce que 120 mm d'eau c'est. Traduire ça peut-être dans un autre langage. Dans un autre langage plus compréhensible à la population. Plus compréhensible à la population. Et que la population puisse se projeter effectivement sur... Bon, si il s'est dit ça, 120 mm, c'est la rivière est montée. Voilà ça. Des choses aussi simples que ça. Tout à fait. Que les gens puissent avoir les réflexes, qu'on puisse aussi adapter les messages de prévention. Et là, il y a un gros travail. Quand on explique aux gens, on est en vigilance rouge, pluie intense, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a sans doute un travail. Alors, bon, les sachants ou les gens qui ont un peu l'habitude, ça ira, mais nous avons une diversité de population avec laquelle il faut composer. Et comment nous portons ce message de prévention, ce message d'alerte, ce message de vigilance à l'ensemble de la population. C'est un enjeu fort parce que si on est capable de... Alors, il y a une volonté, par exemple, de développer des abris collectifs, des bâtiments refuges collectifs pour l'aléa cyclone. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui va être acté et les professionnels martiniquais ont souhaité, par exemple, que toute construction de nouvelles écoles sur le territoire, quelle que soit la commune, soit faite avec des normes parasismiques et paracycloniques, donc en combinant les deux aléas majeurs pour nous, et faire en sorte que ces écoles puissent devenir des bâtiments refuges pour les populations vulnérables à risque. Et voilà, et ce que les professionnels ont décidé, c'est portons cette idée auprès des décideurs, des politiques, pour en faire, je dirais, une idée martiniquaise, et pour faire en sorte que, voilà, on innove sur ce territoire. Les Martiniquais dans leur ensemble disent, voilà, nous, on a décidé que. Après, on se battra pour aller demander des moyens à l'État, mais c'est une décision martiniquaise. On dit, nous, c'est ce qu'on veut. Voilà, nous bâtissons la résilience de notre territoire, nous faisons de la prévention. Dans notre dispositif de prévention, il faut qu'on soit capable d'accueillir un certain nombre de personnes en situation de danger face à l'aléa cyclone. Ben voilà, on décide et on fait ça. Effectivement, cette décision purement martiniquaise, comme vous l'avez dit, voilà. Ah oui. Il s'agit tien. Oui, c'est important, a pu être présentée effectivement dans le cadre d'une demande suite à Irma, oui, c'est ça. Qui avait été faite au niveau de l'État. Donc, notamment par le président de la République, de manière à ce qu'il y ait une cellule de travail qui puisse être mise en place. Alors, il a demandé, en 2 mots, hein, pour montrer comment la responsabilité martiniquaise peut s'exprimer et comment nous pouvons, je dirais, accélérer un peu notre quête de résilience. Sur cette question-là, donc après Irma, qui a coûté très cher au système assurantiel français, hein, puisque c'est un événement 1,9 milliard pour les
pour les enjeux assurés. Alors il y en avait beaucoup qui n'étaient pas assurés, hein, donc voilà. Donc voilà, c'est un événement qui est quand même parmi les plus importants en termes de contribution du système assurantiel français, et qui, si c'était répété, aurait quand même provoqué des difficultés très importantes à la Caisse centrale de réassurance, qui est donc le tampon entre les assureurs et l'État. Voilà. Et puis quand la Caisse ne peut plus suivre, là c'est directement l'État qui prend le relais. Sur cet événement, donc il y a cette commande d'Emmanuel Macron qui dit voilà, le bâti est anéanti, on a sans doute des problèmes. Est-ce qu'il faut relever les vitesses de vent avec lesquelles on calcule les ouvrages? Et il confie donc une mission au Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, et qui donc depuis à peu près 3 ans maintenant conduit cette démarche avec les acteurs des territoires ultramarins. Et la Martinique a été dans cette démarche particulièrement active, a fait remonter des propositions tout à fait intéressantes et qui ont été reprises, puisqu'il y a 2 jours, nous étions en comité technique avec les ministères parisiens, et les idées de la Martinique, donc sur cette notion de bâtiment refuge. Nous avons aussi proposé la catégorisation de bâtiments, c'est-à-dire que on a considéré qu'il y a des bâtiments plus importants que d'autres pour déjà la sauvegarde des vies et puis pour la gestion de crise. Donc, il faut que ces bâtiments-là, on décide, on ne les perd pas du tout. Quand dans l'événement Irma, l'État perd la sous-préfecture de Marigot, c'est quand même grave. Oui, voilà, puisque c'est là que tout se coordonnait, ou toute l'action, je dirais, de sécurité civile était supposée être coordonnée. Mais c'est un bâtiment qui n'a pas résisté. Donc ça, c'est pas acceptable. Et il faut que nous aussi, et nos propositions, et là je vous parle, j'ai une certaine fierté de voir que quand nous mettons nos expertises en commun, quand nous décidons de co-construire, d'impliquer tout le monde, nous faisons des choses formidables parce que nous avons de la compétence ici et nous sommes capables d'apporter. Nous connaissons nos spécificités, nous connaissons notre territoire. Voilà, nous prenons en compte nos modes de vie, nos modes d'habitat. Il faut qu'on respecte nos modes de vie. C'est important, c'est important. Et ça fait partie du patrimoine que nous avons, de ce que nous voulons transmettre aux générations futures. Donc, il faut que nos politiques de prévention soient des politiques endogènes. Il faut que nous imaginions ces politiques. Oui. Alors, ça s'inscrit dans des politiques, je dirais, nationales. Très bien. Puisque, par exemple, pour le système de l'assurance, on imagine bien que c'est un système national. Et la solidarité nationale joue, et on voit bien qu'elle a été sollicitée dans les événements qui nous ont occupés ces derniers jours. Mais il faut que nous imaginions, que nous puissions être en capacité de porter des idées pertinentes, et puis que nous bâtissions notre modèle de résilience. Dans les solutions opérationnelles, voilà. En fait. Voilà. Et donc, y compris sur la prévention, les messages, comment on gère les vigilances, les alertes, comment on explique aux gens, bon, attendez, ne soyez pas sur les routes, arrêtez de circuler, parce qu'il y aura un épisode de pluie, mais comment on le dit? Oui. Est-ce qu'on le dit en créole? Voilà, combien il y a pas pris, combien il n'y a pas de... Exactement. Et comment on sensibilise, comment effectivement on apporte l'information aux populations. C'est ça notre enjeu dans les années qui viennent. Bien. En tout cas, faire face aux risques naturels est un sujet on ne peut plus important encore aujourd'hui, compte tenu du contexte dans lequel on est aujourd'hui, où est la Martinique, où sont nos compatriotes. On pense très fortement à eux, notamment à nos compatriotes du Nord-Atlantique de la Martinique, et même ceux aussi du Sud, qui ont connu, comme vous avez dit, les inondations dernièrement. On aura aussi une petite pensée aussi pour nos amis d'Amérique centrale, qui ont eu à subir consécutivement 2 gros ouragans. C'est important. Ce sont nos voisins et ça aurait pu être nous, les petites Antilles. Donc, voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie, Jean-Yves Bonnaire. Merci de m'avoir reçu. Alors, un grand merci et un double merci. Pourquoi? Parce que c'est vous qui inaugurez l'émission plénière, le rendez-vous politique hebdomadaire. Très content. Donc, vraiment, merci pour cette inauguration. Merci aussi pour l'éclairage que vous nous avez apporté. 1h58, c'est peu, mais c'est déjà beaucoup.
je pense que vous répondrez éventuellement à une seconde invitation. Avec plaisir. À laquelle on ne manquera pas de, voilà, le sujet est vaste. De souscrire. Et puis, effectivement, le sujet est vaste. Et puis, éventuellement, pour l'aborder, effectivement, sous d'autres angles, puisque là, nous avons essentiellement abordé la gestion des dommages, la prévention, mais effectivement, le risque naturel, faire face au risque naturel, est une problématique qui demande à prendre en compte un certain nombre de paramètres et effectivement il faut aller plus loin. Comme vous l'avez dit, la Martinique est un territoire vulnérable qui n'échappera pas au risque naturel, j'ai envie de dire au risque naturel avec un grand R, mais en tout cas il est important qu'on soit sensibilisé et qu'on puisse évoquer cette question avec des informations techniques très ouvertement. Voilà. C'est un exercice de vérité pour nous et je pense qu'il faut l'aborder avec confiance, avec détermination, oui, et avec courage. Merci pour ces derniers mots, Jean-Yves Bonner. À très bientôt, chers auditeurs, à très bientôt. Comme je vous l'ai dit au début d'émission, le rendez-vous est hebdomadaire. Donc, le prochain sujet vous sera annoncé au cours de nos bandes annonces. Voilà, mais je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine. Merci. Je suis là.